Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans le cadre de la radio web de l'Université du Temps Libre, Élise Serrano va aujourd'hui vous présenter Milo Lasserre. Bonjour. Bonjour. Il y a à peu près 3 jours que je vous ai rencontré. J'avais seulement vu de vous 2 tableaux. Ces tableaux, dont un s'appelait Camping Paradise, et qui croquait des enfants migrants dans un camp, et un autre évoquait des gens de voyage devant une roulotte. Ces tableaux m'avaient particulièrement interpellée, comme l'on dit maintenant, et j'ai eu envie de vous rencontrer. Alors, pouvez-vous nous parler de vous, Milo, d'abord de votre enfance? Alors écoutez, vous parlez de moi, ça peut être très très long, vu que maintenant j'ai un certain âge, n'est-ce pas? Mon enfance, je suis issue d'une famille d'agriculteurs, de paysans, pas d'exploitants agricoles, de paysans, je tiens à le dire. Et ma famille vivait dans les Landes. Donc j'ai passé mon enfance à gambader dans la nature, évoluer au milieu des animaux également, et je pense que j'ai développé peut-être ma sensibilité grâce à la nature, parce que je vivais vraiment dans la nature, voilà. Et je fabriquais des petites choses, je rêvais beaucoup, je regardais les nuages allongés dans l'herbe, enfin vous voyez toutes ces sortes de choses qu'on fait quand on est enfant, on grimpe aux arbres, etc. J'avais une grande liberté. Et vous avez quand même fait des études, parlez-nous de celles-ci. Oui, j'ai fait des études, comme dit mon père, j'ai pas poursuivi les études, c'est les études qui m'ont poursuivi. Mais j'ai fait une formation histoire de l'art, art plastique au lycée. Et ensuite j'ai fait une année de beaux-arts. Voilà, j'avais tenté le concours des beaux-arts, je l'ai réussi, j'ai fait une année et en fait je me suis dit que l'école n'était pas faite pour moi. J'ai toujours eu un peu de problèmes avec l'école, avec le cadre, etc. Et du coup je me suis dit, si tu veux créer, tu pourras le faire même sans être dans une école des beaux-arts. Et donc, comme on dit, je suis rentrée dans la vie active relativement jeune, après une année de beaux-arts. Mais là, vous avez fait une rencontre qui va être décisive pour vous. Exactement, donc j'étais à l'école des beaux-arts de Toulouse et j'ai toujours été fascinée par la musique, par les voix, enfant aussi, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais j'écoutais beaucoup la radio. Et donc quand j'étais à Toulouse, j'allais beaucoup voir des spectacles en tout genre. Et c'est ainsi qu'en 1983, je crois, j'ai entendu pour la première fois la chanteuse Juliette, qui était vraiment au tout début de sa carrière. Et au fil du temps, en fait, nous avons sympathisé. Et un jour, Juliette me dit, Mylène, toi qui fais de la peinture, elle me dit, la peinture, ça a à voir avec la lumière, est-ce que tu ne veux pas faire mes lumières? Voilà, est-ce que tu ne veux pas venir éclairer mon spectacle? Et c'est ainsi qu'un week-end, je suis allée voir Fanfan, qui est un monsieur qui tenait un café-concert à l'époque, un restaurant, dans lequel se produisaient plein d'artistes qui sont devenus connus d'ailleurs maintenant, pas mal. Et donc je suis allée voir Fanfan un samedi après-midi. Il m'a montré quelques projecteurs qu'il avait pour éclairer la scène de son petit lieu, le bac à gélatine, et je lui dis, écoute, montre-moi comment on fait.
il m'a montré. Et le soir, je faisais les lumières pour Juliette. Et voilà. Pas croyable, quoi. Et voilà. Et l'histoire a duré 30 ans. Voilà, nous avons commencé tout petit avec Juliette. On a sillonné toutes les routes de France et de Navarre pendant 30 ans. Voilà. Et parlez-nous un peu de cette vie qui est quand même extraordinaire. Ah oui. N'étant pas ingénieur du son, vous faites les lumières de Juliette, quoi. Voilà, c'est une vie particulière effectivement, mais alors une vie palpitante parce qu'avec Juliette, ben, ça a été formidable en fait. Nous sommes les meilleurs amis du monde, nous avons beaucoup ri, nous avons fait très sérieusement notre travail sans nous prendre au sérieux. On s'est beaucoup amusé, on a beaucoup voyagé. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, je ne vais pas le faire parce que c'est pas le sujet, mais en résumé, j'ai passé 30 ans à faire des tableaux de lumière. Voilà, je composais mes lumières comme je composais un tableau, en réalité. Et cette lumière avait pour but de valoriser Juliette. Enfin, Exactement. Avant les créations, Juliette m'envoie au fil des semaines ses textes et ses musiques. Donc je travaille vraiment en amont pendant des mois, hein, parfois. Et mon idée, c'est-à-dire que moi j'analyse ces textes, voilà. Et je mets de la dramaturgie, je fais des lumières un peu comme on fait au théâtre, vous voyez. Il faut que les choses aient un sens. Donc, comme il y a de la mise en scène et de la scénographie dans les spectacles de Juliette, c'était vraiment pour moi très très intéressant ce travail de création hein, qui se fait beaucoup work in progress aussi avec Juliette qu'on faisait en permanence au fil des tournées. Souvent on changeait de choses d'un spectacle d'une journée à l'autre parce que y a toujours à faire, à améliorer, à changer et puis dès qu'on s'ennuie on trouve une autre idée avec Juliette donc voilà c'était un travail passionnant. Mais cette aventure a pris fin et vous voilà à Tarbes en train de peindre. Exactement, j'ai décidé il y a maintenant un peu plus d'1 an que j'allais vraiment, c'est vrai que c'est concomitant un peu avec l'histoire du confinement, il faut dire, hein, mais nous avons arrêté la dernière tournée en juin 2019 avec Juliette. Et en général, il se passe presque 2 ans entre chaque tournée, le temps d'écrire, de composer, de monter le spectacle, etc. Et donc j'ai eu tout le temps de cogiter. J'avais recommencé à dessiner en fin 2016. Et à force de cogiter, je me suis dit, il est temps, j'ai abandonné le dessin pendant plus de 30 ans. Je ne veux plus partir sur la route, je suis épuisée de ça, je crois que j'en ai fait le tour. Et j'ai décidé de reprendre mes crayons et maintenant, advienne que pourra, je veux passer le reste de ma vie à travailler mon dessin. Voilà. Bon, je crois que dans votre vie, il y a eu quand même un élément fondateur, hein, parce que moi, ce qui m'a beaucoup ému devant le tableau des migrants, c'est que quelque chose se passait. Et c'est pour ça que j'ai voulu en savoir davantage sur vous. Et bon, voilà, vous allez me raconter quand même vos migrations. Oui, oui, mais pour le coup, c'est vrai que moi j'ai beaucoup déménagé, mais volontairement dans ma vie. Mais là, l'événement fondateur peut-être, s'est passé en mars 1972, lorsque mes parents ont été expulsés de leur ferme. Ils étaient métayers sur cette ferme depuis plusieurs générations, hein. Et suite à la politique agricole commune de l'Europe, qui était en train de s'installer partout, on a incité les propriétaires à vendre leurs terres, les petits propriétaires hein, à vendre leurs terres pour aller grossir en fait un peu les terres des propriétaires et qui avaient déjà pas mal de terres. Je m'exprime mal, je me répète, mais c'est un peu... Et donc, mes parents ont fait partie du lot. Je crois qu'il y a environ 500 000 paysans dans les années 70 qui ont été expulsés de leur ferme.
Euh, Moi j'avais 7 ans et cet événement a été très impactant. La procédure a duré, je crois, environ 4 années, où les huissiers, la police passaient à la maison, enfin, la gendarmerie, quelques manifestations aussi dans la cour de notre ferme. Et donc très tôt, j'ai été confrontée à l'injustice et à l'arbitraire, je peux dire. Voilà. Euh, et je pense que c'est ressurgi en fait avec cette histoire de famille. Je n'ai pas pu travailler vraiment directement sur ma famille, mais j'ai instantanément pensé à ces milliers de gens qui sont tous les jours déplacés à cause de catastrophes climatiques, mais aussi à cause de guerres souvent, de discrimination, enfin, etc. quoi. Et c'est arrivé comme ça, et donc j'ai traité ce sujet voilà, qui me semblait vraiment pertinent. Oui, ce que j'entends, on peut se sentir émigré, même si on n'a pas traversé les frontières, traversé la mer. Hein. C'est Oui. quand on a vécu dans un endroit où on se sent bien et qu'on n'a pas choisi de partir, on peut être un émigré quelque part. Exactement. Et puis je pense que mes parents ont été profondément humiliés par cette situation. Euh, donc je pense qu'il devait y avoir un sentiment de honte aussi chez eux, quelque chose comme ça qui était caché. Hein. Euh, je sais qu'enfin, ils nous en parlaient pas directement de tout ça, mais enfin, j'imagine bien ce qui a pu se passer pour eux. Euh, et moi, à 7 ans, mais oui, je me suis retrouvée dans un nouvel endroit, une nouvelle école, etc. Quoi. Voilà, quelque chose d'assez classique, mais il faut refaire son monde. Et vos parents ont-ils pu retrouver de la terre, puisque c'était là où ils aimaient vivre? Oui, ils ont retrouvé une ferme avec un petit peu de terre, mais il y avait juste 7 hectares de terre cultivable, un petit peu de forêt. Et du coup, mon père était parallèlement ouvrier dans une usine d'engrais qui était dans le village, où à l'époque, il se trouve qu'il portait sur ses épaules environ 1 tonne par jour de sacs d'engrais qui étaient destinés à aller dans les champs des paysans. Et il transportait de l'azote sur son dos et compagnie, quoi. Enfin, c'est-à-dire tout ce qui a détruit l'environnement après, et que lui-même mettait dans ses champs, hein, du reste. Ça a été un travail très dur pour lui. Tout le reste de sa vie, en fait, il a été parallèlement ouvrier parce que la ferme n'était pas viable avec 7 hectares. Et puis c'était principalement du maïs puisque la polyculture avait été complètement éradiquée dans les Landes. Tout le monde faisait du maïs, du coup. Ils avaient arraché la vigne, etc. Il y a eu les quotas laitiers, donc ils se sont débarrassés des 4 ou 5 vaches qu'ils avaient, ils ont arraché la vigne. Ils ne faisaient plus que du maïs. Oui, alors vous m'avez montré d'autres tableaux sur les migrants. Ces tableaux ne sont pas exposés en ce moment à la Galerie E. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de pathos. Vous parlez de la réalité, mais vous ne faites pas pleurer les gens. Et pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus? Eh bien, je tiens beaucoup à ne pas faire pleurer les gens. En réalité, le réel est dur, mais le réel aussi est formidable. Bon, il se trouve que je pense que les gens ont assez, je pense, de difficultés avec la vie, parce que tout le monde a une vie plus ou moins compliquée. Et il ne s'agissait pas de parler de ça, enfin, c'est-à-dire que je pense que dans une journée, on peut rire, on peut pleurer. Et moi, je mélange un peu les deux, c'est-à-dire que dans mon tableau Camping Paradise, c'est les enfants qui sont au premier plan. Et les enfants, bien entendu, ils sont dans le royaume de l'imaginaire. Et moi-même, je pense qu'à leur âge, quand mes parents souffraient de voir les huissiers chez eux, la gendarmerie toutes les semaines, moi je continuais à jouer, je continuais à rire, à m'amuser. Et je pense que tous les enfants du monde, quelle que soit la situation, arrivent aussi à quand même faire vivre leur part d'imaginaire. Et je pense qu'ils arrivent dans une journée avec leur famille à avoir des moments aussi de joie. Et chacun pioche un peu ce qu'il peut dans la vie pour trouver des moments de sourire. On se raccroche à ce qu'on peut. Hein, mais...
Mais vous avez entouré vos tableaux l'un d'une guirlande qui clignote, hein, et l'autre d'un encadrement doré qui fait très riche, quoi. Oui, un peu rococo peut-être. Ça c'est, je crois que j'ai pensé ce cadre un peu baroque là, c'est un cadre de récupération, hein, qui est juste un cadre en bois moulé, un peu doré. J'ai pensé à ce côté quand je suis allée en Roumanie. Je suis allée par 2 fois faire une tournée en Roumanie, où pour la première fois de ma vie, je voyais vraiment une pauvreté qui m'avait vraiment sauté aux yeux, et j'avais trouvé ça terrible, et c'était en 1990, je crois. Je suis allée en Roumanie 2 mois après la chute de Ceausescu, et j'ai vu les familles de Rome, et puis bon, ben voilà, j'ai vu les Roumains, leur culture, et ce qui m'avait frappé, c'était leur art de la broderie, de la décoration aussi, et des petites choses qui me paraissaient un peu kitsch. J'avais envie de mélanger un peu ce côté, je sais pas pourquoi, j'avais besoin de rajouter un peu de kitsch qui me rappelait ces familles-là qui décorent avec de la dentelle leur habitat, ou qui font, enfin je sais pas, des choses, je sais pas, il y a un petit truc qui est revenu là qui Oui, c'est-à-dire on peut être pauvre et vouloir enjoliver son quotidien, quoi. C'est un peu ça. Oui, voilà, il y a quelque chose de ça peut-être. Et puis après, la guirlande autour de Camping Paradise, enfin le titre n'est pas anodin quand même, Camping Paradise, j'ai aussi mis 4 étoiles à ce Camping Paradise, qui n'est pas du tout un camping idyllique, bien entendu, puisque lorsqu'on l'observe bien, on voit bien qu'il y a des barbelés. Donc c'est un peu politique, on va dire, peut-être, comme titre, avec une guirlande que certains interprètent comme quelque chose de joyeux, c'est la vie qui revient malgré tout, on est bien dans ce camp parce qu'on est mieux là que sous les bombes, certes. Mais je pense qu'il a beaucoup à dire sur la manière dont on parque les gens dans ces camps. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et voilà, donc j'ai mis une petite note humoristique, c'est un peu de l'humour noir, on peut dire quand même, je pense. Bon, dans votre œuvre, on trouve le problème des migrations, mais aussi on trouve l'écologie et la dégradation de la planète. Oui, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que je suis en train de travailler en vue d'une exposition qui aura lieu en mai 2022 à l'Atelier 20 chez Emmanuel Hirsch. Et je pense que vous évoquez ça parce que vous avez vu quelques dessins que je vous ai montrés la première fois que vous êtes venu. La destruction de la nature m'obsède totalement. J'ai fait, c'est une anecdote, mais j'ai fait ma première manifestation anti-nucléaire, j'avais 14 ans, vous voyez. À 14 ans, moi je savais déjà qu'il se passait des choses absolument irréversibles. Et à l'âge de 14 ans, j'ai rencontré des gens plus âgés que moi, qui m'ont expliqué des choses. Et c'est ainsi que ça m'a toujours poursuivi, obsédé. Et maintenant que j'ai repris mon travail plastique, eh bien, je tiens absolument à parler de ça. Qui nous concerne tous aujourd'hui, n'est-ce pas? On ne peut pas faire l'économie de cette affaire. Nous n'avons pas encore parlé de la technique de peinture, entre guillemets, en ce qui vous concerne. Effectivement, pour l'instant, je ne peins pas, je dessine vraiment. Je suis en matière sèche et j'ai repris vraiment les crayons. Une technique de l'enfance, finalement, tout le monde a tenu des crayons dans son enfance, tout le monde a dessiné, tout le monde dessine, hein, jusqu'à l'âge de 10 ans au moins, tout le monde dessine, et puis il y a ceux qui continuent et ceux qui s'arrêtent. Moi je me suis arrêtée longtemps et j'ai recommencé. Et actuellement je reprends du crayon de couleur, mais j'ai commencé par le noir et blanc. Spontanément parce que c'est ce que j'avais sous la main, c'est ce qui coûte le moins cher aussi. Je travaille aussi sur des matériaux de récupération, ça peut être des bouts de carton.
Et là, en l'occurrence, le Camping Paradise a été dessiné sur une nappe. Voilà. Et le dessin de l'humanité, la famille de Rome, sur un carton de récup, qui sert normalement au dos des tableaux des encadreurs. Mais moi, je suis très étonnée qu'avec un crayon à papier, on puisse rendre autant de relief, autant de nuances, des expressions dans le visage. Enfin, C'est toute la technique, c'est tout le travail. Mais ça on ne vous l'a pas appris. Oh non, j'ai fait 1 an de Beaux-Arts, je dis, je suis restée 6 mois, mais j'ai vraiment une vague. J'ai fait quelques cours, effectivement, devant le chevalet avec le fil à plomb, mais non, c'était pour moi, c'était trop. Je ne vais pas dire l'enfer quand même, c'est un peu exagéré, mais non, c'était absolument insupportable. Et moi, je fais vraiment. Mais c'est pas quelque chose de totalement spontané, hein. J'efface pas mal aussi, ça dépend. Il y a des jours ça marche bien, des jours j'arrive pas du tout à voir le rendu, donc je remets tout le temps le travail sur l'établi là, hein. C'est long, et je mélange des techniques, hein, de la pierre noire, de la poudre de fusain, du crayon graphite, du crayon carbone. Et oui, c'est vraiment beaucoup de travail, hein. Je travaille beaucoup quand j'exécute ces choses-là. Bon, vous savez aussi observer la nature, puisque vous avez fait une série de tableaux sur les nuages, hein. J'en ai vu un en particulier qui m'a bluffé, comme diraient mes petits-enfants, hein. C'était extraordinaire. Vous exagérez. Vous pouvez pas dire que c'est extraordinaire. Oh, oui, En tous les cas, comme tout le monde, moi j'adore, comme beaucoup de gens, mais j'adore regarder le ciel, les nuages. Je dis qu'il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un ciel sans nuages. J'ai horreur des grands ciels bleus d'été, ça me déprime. C'est amusant parce que ça m'est pas venu tout de suite, mais en m'interrogeant un peu, pourquoi est-ce que la première chose que j'ai commencé à faire, ce sont les nuages. Et j'ai pensé à mon enfance, où tous les jours mes parents levaient la tête en tant que paysans, ils regardaient les nuages et ils analysaient le ciel pour savoir quel temps il allait faire. Et je pense que ça vient de là, cette idée de lever toujours la tête. Je lève la tête, je regarde les nuages, j'imprime des images, j'ai des images mentales. Et après, les nuages, celui que vous avez vu, j'ai travaillé 100 heures dessus. Ça m'est pas venu comme ça, ça me prend du temps, moi, de faire les volumes, etc. Et mes dessins évoluent, d'ailleurs mes nuages évoluent. Parfois, je commence un nuage, il est à gauche de mon dessin, et puis comme je modifie, j'efface, je me dis la composition n'est pas bonne, il faut que je déplace un peu, le nuage il se retrouve au milieu du tableau. Ça bouge. Bon, il y a un moment où ça se fixe, hein, mais voilà, c'est un peu chaotique, mais bon, au final, ça a l'air comme ça, hyper carré et tout, mais je peux vous assurer que c'est hyper chaotique dans mon esprit, en réalité. Oui, enfin, 100 heures pour faire un tableau, il faut quand même de la constance. Oui, surtout avec un crayon à papier, quoi. Je suis capable de beaucoup de travail et je suis capable de ne rien faire aussi. Non, j'y arrive très très bien. Mais le résultat, quand même, en vaut la peine, hein. Heureusement, vous pensez, sinon ce serait totalement déprimant. Et bon, alors vous aimez la peinture, les tableaux, mais vous aimez aussi la littérature, hein. C'est quelque chose qui vous nourrit, vous m'avez dit. Oui, et ça depuis mon enfance. Dès que j'ai commencé à lire, ça a été pour moi un monde merveilleux et c'est un puits sans fond, c'est inépuisable. Et j'étais une enfant pas à l'aise en fait en société, pas à l'aise dans la vie en réalité, pas très bien dans mon corps, donc je me suis beaucoup enfermée aussi dans la lecture et puis ça m'a ouvert plein d'horizons. Et puis nous enfants, et ma petite sœur, on n'avait pas d'autre loisir que s'amuser avec ce qu'on trouvait dans notre ferme. On n'était pas sous les cadeaux, etc. On se fabriquait presque nos jouets nous-mêmes, en bricolant des trucs.
Et la littérature, c'était un moyen de s'évader, puisque nous n'allions pas ni au cinéma, ni au théâtre, ni dans les galeries d'art. Moi, quand je suis arrivée au lycée en art plastique, j'avais jamais mis les pieds dans une galerie, j'avais jamais ouvert un livre d'histoire de l'art, ni quoi que ce soit, j'étais totalement ignare. Et, c'est la littérature, je crois, qui m'a ouvert des mondes. Et voilà. Et avez-vous des auteurs de prédilection? Ah, c'est compliqué parce que je lis vraiment tous azimuts. Moi, je lis, je peux trouver de l'intérêt à peu près à tout si c'est bien fait, un peu comme en musique du reste. De prédilection, oui, peut-être. Alors, je crois qu'enfant, classique, moi j'ai commencé par la comtesse de Ségur, je crois, qui m'a vraiment beaucoup impacté. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont restées là, comtesse de Ségur. Après, je crois qu'à 11-12 ans, j'avais quasiment lu tous les Rougon-Macquart, puisque je m'enfermais, moi, pendant que les autres jouaient dans la cour de l'école. Moi, j'étais à la bibliothèque en train de lire Zola, parce que j'avais trouvé ça fabuleux. Même si maintenant je trouve ça lourd, mais bon, mon passant, je crois. Et puis alors, de prédilection, ben, je ne sais pas, moi j'adore Huysmans, j'adore Proust, vraiment, mais j'aime la littérature, j'aime Gabriel Garcia Marquez, j'aime... Oui, vous êtes très éclectique. J'adore Carson Markelers, j'adore... oui, je lis de tout. Ouais. Oui, oui, Laurent Mauvigné, là, je suis en train de lire... Alors, je ne sais pas si vous continuez à lire, mais vous vous consacrez désormais à votre art. Oui. Vous m'avez dit que vous ne sortiez plus trop beaucoup. En tout cas, je sors tous les matins pour aller marcher, par exemple, mais je ne vais plus au théâtre depuis des mois. Je n'ai plus envie d'aller au cinéma. Je n'ai plus envie d'aller au spectacle. Et j'ai l'impression d'avoir emmagasiné beaucoup de choses. Je lis beaucoup moins. Et j'essaie de me concentrer vraiment sur mon travail. Un peu comme si je voulais faire une espèce de synthèse de tout ce que j'ai accumulé dans ma vie. Et je ressens le besoin maintenant de me délester de tout ça. Alors bon an, mal an, hein, ça marche pas tous les jours, mais j'ai beaucoup de projets, d'idées. Et je ne veux plus recevoir de l'extérieur. Je sais pas comment dire ça. C'est paradoxal parce que moi tous les jours j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de parler à des gens. Moi je parle à tout le monde. Hein, mais je ne veux plus être en quelque sorte parasité quoi, par de nouveaux... Oui, c'est ça, peut-être il y oui. a quelque chose comme ça. Et c'est comme d'aller au musée. J'y suis beaucoup allée, j'ai beaucoup lu aussi des livres d'histoire de l'art. Et je crois que pendant longtemps ça m'a complexée. Et ça m'a empêché de travailler parce que je me disais, ben non, moi je ne suis pas à la hauteur, tout a été fait, tout a été dit, ça ne sert à rien, tout est vain, à quoi bon, etc. Et en fait, en fin décembre 2016, bon, c'est parce que j'étais dans une situation de difficulté, quelque part, je peux dire que ça m'a sauvé la vie. Et de recommencer à dessiner. Et maintenant, il ne s'agit plus que de ça. Quoi. Oui, vous m'aviez raconté que vous étiez allé à la galerie Omnibus avec un carton de dessin et que vous pensiez même qu'on allait vous dire « Ah ben non, c'est nul ». Voilà, et il se trouve que Nicolas et Erika ont apprécié mon travail. Ils ont vu d'ailleurs mes premiers nuages en début 2017 et ils m'ont dit, bien, octobre 2018, c'était la deadline comme on dit, nous t'exposons en octobre 2018. Donc j'avais un an pour travailler. C'est ce que j'ai fait et il y a eu cette première exposition qui m'a vraiment rassuré un petit peu, quoi, qui m'a dit bon, ben alors c'est donc possible, allons-y, quoi, allons-y, on verra bien. Et voilà, et maintenant, tranquillement, ça se met plus ou moins en place. Voilà. Bon, alors quels sont vos projets? Alors, mes projets, c'est une grande exposition qui va être toxique. Je pense à mon exposition. Je dis toxique parce que je vais dessiner des choses toxiques. Je vais parler de tout ce qui altère le vivant. Et suite à ces beaux nuages que j'ai fait
enfin, beaux nuages, je ne sais pas s'ils étaient beaux, mais enfin, Ah oui, ce que j'ai vu était beau. en tout cas, ils n'étaient pas toxiques. Et maintenant, je dessine des fumées d'hydrocarbures, des fumées de sites industriels, des choses comme ça, vous voyez, ce genre de joyeuseté. Voilà. C'est donc le projet, une exposition toxique. Et cette exposition, nous pourrons la voir à Tarbes, je suppose. Exactement. C'est prévu pour mai 2022. À la base, ça devait être en septembre, mais bon, le Covid a retardé toutes les expositions. Donc voilà, c'est donc en mai, je n'ai pas la date exacte, peut-être le 20 mai, me semble-t-il, 2022, chez Emmanuel Hirsch, à l'Atelier Vert, rue des Pyrénées, à Tarbes. Bon, je crois que nous avons fait le tour de ce que vous vouliez dire, ou vous pouvez toujours ajouter quelque chose. Non, je ne vais rien rajouter. J'ai une grande capacité à pouvoir parler aussi, ça pourrait durer des heures, mais je pense que point trop n'en faut. C'est très bien si on s'arrête là, je crois. Oui, alors, Milo, vous m'aviez dit au téléphone, vous savez, je ne sais pas parler de ma peinture, hein, mais après vous avoir entendu et vu vos œuvres, j'ai compris que votre peinture, c'était vous, hein. Je me suis trouvée face aux mêmes émotions en vous écoutant et en voyant vos œuvres. Il n'y a pas de pathos dans vos tableaux sur les immigrés. Vous savez rendre la réalité tel un photographe. Vous savez rendre le mouvement d'un ciel nuageux et montrer par touches subtiles l'inexorable dégradation, par exemple, des glaciers de notre planète. Bon, je vous remercie beaucoup et j'invite tout le monde à aller à l'atelier 20 voir les tableaux de Milo Lasserre et le reste de l'exposition. Merci. Je vous remercie beaucoup.